Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler du projet Cardano. J'ai déjà parlé de Cardano à plein de reprises sur la chaîne, que ce soit le bull market précédent, le bear market, et ainsi de suite. J'ai parlé de Cardano à plusieurs reprises. Mais quand on regarde le prix du Cardano, qui a chuté drastiquement de 3 dollars pendant le top du cycle précédent, jusqu'à 0,35 actuellement, ça fait diviser par 10 d'une certaine façon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cardano? Est-ce que ça continue d'être intéressant? Est-ce que je sais qu'il y a plein de questions qui arrivent là-dessus. Dans cette vidéo, je vais faire une mise à jour, comme je ferai avec d'autres projets comme Elrond et d'autres projets dont j'ai couvert sur la chaîne les cycles précédents, bien évidemment. Donc Cardano, lui, je ne vais pas entrer dans les détails du projet parce que vous connaissez déjà. Vous connaissez que ça a été créé par Charles Hoskinson, qui était un fondateur, un cofondateur d'Ethereum, avec des visions différentes. Et que Ethereum, pendant qu'il voulait continuer dans une logique des account-based avec un certain nombre de choses, Charles Hoskinson n'était pas d'accord et il a dit, OK, on veut créer une blockchain qui va respecter les principes fondamentaux donc de la blockchain du Bitcoin, donc qui est le account base, donc il y a donc le UTXO modèle. Le UTXO, ça diffère un peu diffère même beaucoup, largement de ce que Ethereum a fait, où il y a une machine virtuelle avec un compte à l'intérieur comme dans une banque et les validateurs ou bien les mineurs avant qu'on ne passe en preuve d'enjeu sont là pour vérifier que la coordination ou bien en fait, ce qui se passe dans ces comptes-là, c'est plutôt correct. Alors que dans les blockchains du Bitcoin, ce n'est pas un compte. C'est simplement ce qu'on appelle un output, donc une donnée qui doit être consommée avec des critères de consommation de ces données. D'accord? Donc c'est comme si on peut déposer beaucoup de Bitcoin là, on met tellement de choses dehors et chacun ne peut ouvrir que la marmite dans laquelle il a la clé. Donc quand tu as la clé et que les préconditions pour ouvrir cela sont OK, tu vas donc maintenant prendre ce qu'il y a dans la marmite et mettre également dans une autre marmite et mettre les conditions pour que ce soit ouvert et la personne qui va respecter les conditions va être... Bref, ça c'est comme le UTXO fonctionne et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, Cardano a connu de gros pumps parce qu'il y avait de grosses attentes de la communauté au niveau particulièrement des smart contracts. Les smart contracts sont arrivés, ça n'a pas vraiment combler les besoins de la communauté parce que c'était tellement lent. Et en fait, une transaction, ça peut être validé dans des jours. C'est pas intéressant. Et du coup, la communauté a été très fâchée et a dompé la crypto-monnaie pour certains. D'autres personnes ont continué de garder la crypto-monnaie. D'autres personnes ont continué de conserver la crypto-monnaie. Et on va maintenant aller dans quelques mises à jour qui ont été faites depuis cet instant-là jusqu'à maintenant. Vous allez comprendre que le plus important pour un projet, ce n'est pas forcément de faire tout d'un coup et que ça marche, mais c'est dans cette logique de faire quelque chose qui marche un peu, après on ajoute quelque chose, et c'est pour ça que je dis parfois que les projets qui sont intéressants pendant les cycles actuels et qui surfent sur des narratifs, ces narratifs-là peuvent être captés comme ça par des anciens projets qui vont donc comme ça proposer des avancées pour s'améliorer et être compétitifs et apporter des choses nouvelles dans leur écosystème. Quand on voit les notions de sharding, quand on voit les notions d'interopérabilité, quand on voit les notions de ci et de ça qui sont intéressantes, les ZK Sync, ZK Optimism, ainsi de suite, quand on voit ça dans certains projets, ça ne veut pas dire que seuls les nouveaux projets peuvent implémenter cela. Les anciens projets également peuvent prendre cela et implémenter pour devenir encore meilleurs. Et c'est ce que Cardano va faire, c'est ce que Cardano va apporter dans son écosystème. Et une meilleure façon de savoir justement les avancées, c'est d'aller dans le sommet qui s'est passé récemment. Dans ce sommet, vous allez découvrir ce que Cardano est en train de faire et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Et je vous donnerai mon avis à la fin. Je vais terminer par vous donner une analyse qui est fausse dans le marché et que plusieurs personnes sont en train de ventiler en se basant sur ça pour dire Cardano, ça ne vaut rien. Pourtant, c'est une métrique qui n'est pas correcte. Et je vais vous montrer comment vous pouvez justement éviter de vous faire prendre dans certains petits pièges dans lesquels vous tombez parfois. Mais bon, avant de continuer ici, je t'invite à liker la vidéo, partager la vidéo et de permettre à notre communauté de grandir, de nous faire connaître. Un like, ça ne coûte rien pour vous, c'est simplement un clic.
Mais ça nous encourage beaucoup à être motivés pour continuer à faire les vidéos parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui consomment derrière, on sait qu'il y a des personnes qui en ont besoin, on sait qu'il y a des personnes qui like, qui apprécient, qui partagent, que ce contenu est attendu. Mais si on fait des vidéos et qu'il n'y a pas de like, personne ne partage et que on ne regarde pas, on se dit ok, ce qu'on fait n'est pas intéressant, les gens ne veulent pas et ça nous démotive. Donc, liker, ça va nous permettre de continuer. Une autre chose, c'est d'aller dans la description de la vidéo et prendre ce pack de formation dont nous avons mis à votre disposition. On a combiné 3 de nos formations. Investisseur crypto partant de 0 à héros. Comment se comporter pendant le bull run, avant, pendant et après. Et 10 stratégies que tu peux combiner en fonction de ton portefeuille, qu'il soit gros, petit. Tu peux faire un cocktail de ces stratégies et arriver justement à avoir un portefeuille que tu souhaites avoir dans le futur. Et quand tu auras ce portefeuille, prends une clé Nano Ledger qui s'en vente là présentement dans la boutique et tu vas pouvoir acheter quelque chose dans lequel tu vas sécuriser ta phrase mnémotique et éviter comme ça de te faire hacker et de perdre tout ce que tu vas gagner pendant les cycles qui sont en train d'arriver. Les liens, c'est en description de cette vidéo. Revenons maintenant sur Cardano et allons directement dans le sommet. Pendant ce sommet qui s'est passé à Dubaï récemment, il y a eu quelque chose d'assez important et je vais revenir là-dessus. Cardano a travaillé sur 3 points fondamentaux depuis les dernières mises à jour, les derniers sommets. 3 points fondamentaux. Le premier, c'est la scalabilité qui a été faite au travers de Hydra. Hydra, c'est comme un layer 2 sur la blockchain de Cardano qui va donc apporter la scalabilité à la blockchain et on peut, les estimations montrent qu'on peut arriver carrément à plus d'1 million de transactions par seconde sur la blockchain de Cardano. Donc comment? Vous devez justement regarder le projet Hydra qui va mieux vous éduquer concernant justement comment est-ce qu'ils font la scalabilité. Donc, deuxième chose, c'est la gouvernance. Vous savez très bien que la gouvernance est un facteur assez important de l'écosystème crypto-monnaie. Quand on est sur des blockchains où très peu de personnes participent à la prise de décision dans cet écosystème, ce n'est pas forcément en faveur des intérêts de tout le monde. Ça peut être en faveur des intérêts d'une minorité de personnes. Et comme ils ont assez de pouvoir pour faire passer les décisions, ces décisions-là, forcément, vont passer. Et vous, derrière, vous n'allez pas forcément être content, mais vous ne pouvez rien parce qu'ils ont un pouvoir de décision qui est beaucoup plus grand. Et ce problème de gouvernance-là est observable sur plein de blockchains, comme la blockchain d'Ethereum, comme la blockchain de Terra, comme la blockchain, d'autres blockchains. Donc, sur Cardano, ils ont mis sur pied des mécanismes de gouvernance beaucoup plus décentralisés, beaucoup plus participatifs, qui fait intervenir même les petits portefeuilles. Et c'est plutôt intéressant. L'interopérabilité est le point culminant sur lequel Cardano est en train de travailler. Et il y a donc une explication. Cette vidéo, c'est carrément dédié à cette interopérabilité. Et je vais donc aller dans la vidéo et vous montrer. Je ne vais pas aller dans tous les détails parce que ce serait un peu difficile à comprendre. Mais bon, revenons sur ce que Charles Hoskinson dit. C'est quelqu'un qui est parfois cru, qui va dire les choses telles qu'il pense, comme un bébé dit ce qu'il pense, sans se soucier de si ça va heurter, si ça va... Bref, allons dans cette vidéo pour comprendre clairement ce que Charles Hoskinson nous promet au travers de Cardano. This is something we don't talk too much about. And we ought to. Because interoperability is the difference between living on an island and living in a world. L'interopérabilité, selon ce qu'il dit, c'est la différence entre vivre dans une île, sur une île, et vivre par exemple dans un monde. Quand tu vis dans une île et qu'il n'y a pas de possibilité de consommer les informations en dehors de cette île-là, alors ton monde se limite uniquement à cette île-là. Donc tout ce que tu connais, tout ce que tu peux faire, ça se limite à cet endroit. Donc, vivre dans un monde, c'est justement ce qu'Internet est venu apporter. C'est qu'il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à toi. Tu peux être au Cameroun, tu proposes tes services ailleurs, tu peux consommer quelque chose, commander quelque chose ailleurs et on vient te livrer, ainsi de suite. Et cette interopérabilité, c'est ce qui manque justement dans cet écosystème crypto-monnaie. Quand on est sur la blockchain d'Ethereum, c'est difficile de consommer quelque chose qui vient d'ailleurs, ou bien même maintenant, au travers des mécanismes qui sont mis, ça coûte beaucoup trop cher et c'est un peu difficile justement d'avoir une interopérabilité dans cet écosystème crypto-monnaie. Interoperability is the difference between your phone connecting seamlessly. It talks to each other, stuff connects together. We just get used to it as consumers. We love it. It's magic. It's special. The problem that we have in the cryptocurrency industry is that tokenomics
incentivize a lack of interoperability because it's a sum-zero game. Ça, c'est quelque chose qui est très fondamental qui vient de dire. C'est que dans l'écosystème crypto-monnaie, on a la tokenomics qui favorise le fait que les crypto-monnaies, les blockchains ne sont pas interopérables. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont croire, vont aller dans une blockchain, pas parce que cette blockchain apporte quelque chose, mais simplement parce que cette blockchain-là a un potentiel au niveau de la consommation de son token. Donc, au niveau de la prise de valeur de son token. Plein de personnes qui sont sur Ethereum ne consomment pas ce qui se passe sur Ethereum. Ils détiennent simplement le token. Et forcément, Ethereum, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler pour la prise de valeur de leur token. Donc, quand on est sur Cardano, qu'est-ce que les gens vont faire parfois? C'est travailler pour la prise de valeur du Cardano. Okay? Quand on est sur la blockchain de n'importe quelle autre blockchain, c'est travailler pour la prise de valeur de cette coin ou bien de ce token qui est lié à cette blockchain-là. Et ce n'est pas forcément intéressant parce que si on veut parler de décentralisation, on doit plutôt penser à créer des solutions qui vont être interopérables, qui vont faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'être dans un écosystème particulier pour pouvoir gagner de la valeur. À la fin, il ne faudrait pas que tout le monde se retrouve sur Ethereum, on serait centralisé. Donc, on veut la décentralisation, mais on va vers un seul écosystème. Et cet écosystème-là ne fait pas parfois des efforts pour pouvoir justement favoriser la décentralisation, mais fait plutôt des efforts pour pouvoir s'ériger comme le projet qui sera là et qui va gagner tout l'espace crypto-monnaie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on sera très dépendant des décisions qui vont être prises dans cette blockchain-là. On sera dépendant des technologies qui sont adoptées dans cette blockchain et ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors que l'idée au départ, c'était la décentralisation. Qui dit décentralisation dit des petits gouvernements, des petits endroits où les décisions sont prises de façon indépendante, mais dans l'optique de fédérer pour pouvoir avancer. Et c'est ça l'idée de la décentralisation de façon globale, comme Charles Hoskinson explique très bien. Et on va voir maintenant comment ils veulent justement réinventer la décentralisation au travers de l'interopérabilité. Je vais avancer la vidéo parce qu'ici, il explique justement ce que je vous ai expliqué tantôt. Donc, ici, il expliquait ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est qu'on aura un nœud central, on aura quelque chose de central, ce qu'il veut faire dans Cardano. C'est un peu comme avoir les parachains. Donc, je vais laisser qu'il explique d'abord un peu. Et je vais revenir dessus. These control layers or computation layers. Basically, what they're going to do is they're going to have different philosophies about how things ought to run. Because it turns out that if you're running a decentralized telecommunications protocol, or a decentralized large language model, or AI stack, or a supply chain stack, or an IoT stack, or a privacy layer, whatever it might be, that all the design decisions that we made down here that make this awesome and preserve and protect that. Voilà. Ce qu'il dit est carrément fondamental. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'aller dans un écosystème où, pour être interopérable, il faudrait s'allier à une philosophie. Et c'est un peu ce que fait les parachains. Les parachains disent, nous, on veut être dans un système où on a une certaine philosophie de pensée, et alors les parachains doivent respecter cette philosophie-là. OK? Mais que se passerait si je veux avoir une philosophie différente? Alors, je ne dois pas faire partie des parachains qu'on a sur Polkadot. Si je veux être, par exemple, dans un écosystème où je vais réimplémenter, ou bien ce que je veux faire ne me permet pas actuellement de faire au travers de ta blockchain, la seule possibilité que j'ai, c'est d'aller créer ma propre blockchain. Ça, c'est la possibilité que j'ai. Mais une fois que je serai dans ma propre blockchain et que je serai coupé de ma propre blockchain, comment je fais donc pour continuer à participer à tout ce qui s'est passé avant dans cet écosystème? Voilà ça le problème. Voilà tout ça le problème de la décentralisation. Donc, et ce que Cardano veut faire, c'est justement mettre une couche centrale et ne pas, en fait, et faire en sorte que les layers, donc les services, ce qu'ils ont appelé CSL, Cardano Service Layer, et ce Cardano Service Layer-là peut implémenter une philosophie qui est totalement différente, en fait, avec une philosophie totalement différente, avec sa propre philosophie. Donc, si je veux, par exemple, faire une blockchain où je vais utiliser de l'intelligence artificielle, je peux faire ça au travers de CSL. Et ce CSS-là doit simplement avoir des mécanismes pour communiquer avec la couche du bas. Aussi simple que ça. C'est un peu comme tu crées une application et tu dis, ok, je définis comment mon application fonctionne, mais pour que mon application puisse fonctionner avec d'autres applications, je vais définir les API.
Les API, c'est justement une façon que les applications utilisent pour pouvoir intercommuniquer. On va prendre les informations ici, les informations là-bas, au travers des API. Donc, ce que Cardano veut faire exactement, c'est comme des API pour permettre aux services de se créer, définir leur propre philosophie, mais simplement utiliser ces ponts-là, ces différents services API-là, pour pouvoir communiquer avec d'autres et rester justement dans cette interopérabilité. They actually get in the way of the things that you want to do. Also, how do you price things? You think about cloud services. A lot of your developers in this room, you probably use Amazon. You probably use Azure. You probably use all these wonderful cloud products. How traumatic would it be to your business that you wake up and suddenly your business, your hosting costs are 3 times more expensive, 5 times. Voilà. Et ce qu'il est en train d'expliquer et qu'il va expliquer justement par la suite, je vais un peu avancer la vidéo, c'est que si vous êtes dépendant d'un service, par exemple comme Cloud, comme Amazon Cloud, comme Google Cloud, ainsi de suite, et que vous avez adossé toute votre technologie là-dessus, vous vous levez un bon matin, le prix de ce service que vous consommez a doublé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Vous allez simplement subir. Pourquoi? Parce que vous avez été basé sur une seule technologie et vous avez défini tout votre business model ou bien toute votre structure là-dessus. Vos données ils sont stockées, vos logiques ils sont stockées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il sera difficile de pouvoir dire que non, je me coupe de cela pour aller vers d'autres choses. Non, ce sera difficile. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Vous devez justement être capable de vous priver d'un service et que l'autre service prenne le relais indépendamment de si l'autre fonctionne ou pas. Donc, vous devez être capable de dire, je ne veux pas ceci, j'utilise plutôt cela. Et c'est ce qui va expliquer un peu plus loin. Je vais avancer un peu, aller un peu plus loin. Ok. Ok, donc. To these chains, almost like a layer 2. But like a sidechain, you also can have your own consensus algorithms, and like interoperability, suddenly you can borrow security from other systems, real time, like Ethereum, Voilà. like Bitcoin. Ok. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et c'est là où Cardano dame le pion à d'autres écosystèmes pour le moment, bien évidemment. La technologie n'a pas encore peut-être été implémentée, mais l'idée derrière est très intéressante. Et comme j'ai dit tantôt, l'idée est intéressante. Certes, il faudrait l'implémenter et que ça fonctionne et que plein de services utilisent justement ces moyens-là pour être interopérables. Mais bon, regardons ce qu'il explique. Il explique. So basically, interoperability, if you're really clever and you're really smart, what you do is you have a blockchain building framework. So we'll call it the Cardano Partner Chain Framework, the CPS. And what this framework does is it'll have Minotaur built under the hood. And that framework will give you the ability to have multi-resource consensus. So the SPOs here, what they can do is they can provide security to these chains, almost like a layer 2. But Ok. Ce qu'il dit, c'est quoi? On aura la couche de base, qui est donc Cardano Asset Service Layer, qui va donc proposer la sécurité et la décentralisation. Et les service layers vont être comme des Cardano service layers vont être comme des sidechains, donc comme des blockchains totalement à part qui vont capitaliser sur certains éléments de la blockchain de base. Mais la différence, c'est que, il va expliquer cela par la suite, c'est que ces CSL peuvent décider de prendre certains éléments dans d'autres écosystèmes. Ils peuvent décider de prendre leur consensus ailleurs. Ils peuvent décider de prendre la sécurité sur Ethereum. Ils peuvent décider de prendre certains éléments qui fonctionnent sur d'autres blockchains et venir greffer cela pour pouvoir avoir quelque chose avec une philosophie qu'ils veulent et continuer de rester dans cet écosystème et continuer à communiquer avec d'autres service layers au travers justement de CL, de Cardano Asset Service Settlement Layer.
Donc, le Cardano a cette main-layer, c'est comme le corps, c'est comme la base, c'est comme le noyau. Et ce noyau écosystème-là va donc fournir des éléments qui peuvent être modifiés, customisés, ajoutés par les services layers. Et ces services layers vont renvoyer les informations sur Cardano et passer maintenant pour aller dans d'autres. Ça fait que tu peux carrément décider de créer ton service layer et utiliser Cardano, ou bien utiliser Ethereum, ou bien utiliser n'importe quelle autre fabrique, Ledger fabrique et d'autres choses que tu veux. Et c'est plutôt cool ça. Like a sidechain, you also can have your own consensus algorithms, and like interoperability, suddenly you can borrow security from other systems, real time, like Ethereum, like Bitcoin, like Polkadot, and others as they get added. What does that mean? If you have tokens here, the tokens can pay the stake pool operators here. Donc ça veut dire que si tu as un token sur ton service, ce token-là peut être utilisé pour payer les services layers, donc base plus bas. Et également, ce token peut être utilisé pour payer les services qui seront fournis par Ethereum. Donc si tu prends quelque chose, si tu construis par exemple un écosystème où tu vas combiner Cardano, Ethereum pour ajouter quelque chose là-dessus, alors ton token peut être utilisé pour payer les validateurs chez Ethereum, peut être utilisé pour payer les validateurs également chez Cardano. Oh my god, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool ça. Here, the miners here, and the miners here. What does that mean? It means that we all have a financial incentive to like each other now. No one else does this. See, the problem with all these frameworks, the way they're written. Il dit, forcément, aucun d'autre ne fait cela pour le moment. Personne d'autre ne fait comme ça. Parce qu'il ne favorise pas la consommation d'un token, mais il favorise la consommation des ressources. Donc si tu as ta ressource et que c'est consommé, tu peux utiliser cela pour payer ailleurs, payer ici, payer là-bas, sans favoriser forcément qu'on ait besoin d'utiliser Ethereum, qu'on ait besoin d'avoir le Cardano, mais on ait besoin d'avoir le Polkadot, ainsi de suite, ainsi de suite. Whether it be Cosmos or Parity, you check in but you can't check out. You're stuck. You're locked into it. When you have a system like this, and you can change your consensus on the fly, what that means is if you don't like Ethereum anymore, and if Vitalik said some weird stuff or something, you just get rid of it. Yeah. Voilà. Si tu ne veux pas Ethereum, tu peux simplement décider de ne plus communiquer avec Ethereum. You just add other shit, right? Maybe you're just Cardano maxi. You know, like we just love Cardano so much, so we're just going to do that. And, you know, and maybe, just maybe Cardano really pissed you off. I tweeted something you really don't like. Often do that. Come on, let's be honest. Yeah, you maybe just go to proof of work. You just go down that road or something like that and leave. The ecosystem on the service layer gets the freedom to decide that. They have the freedom of movement because that's what interoperability should be about. Standards and freedom liberate you to do what's best for your projects. They liberate. Voilà. Je vais m'arrêter sur cette phrase ici pour cette vidéo, bien évidemment. Ça me montre qu'ils sont dans une dynamique, ils comprennent ce qui est en train de se passer dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils comprennent les besoins, ils comprennent là où les directions vers lesquelles les projets sont en train d'aller. Et ils capitalisent justement sur ces différentes idées pour apporter quelque chose d'unique dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale. Ce n'est pas forcément dans l'écosystème Cardano en lui-même, mais dans l'écosystème crypto-monnaie de façon générale. Parce que ces idées qui sont proposées par Charles Hoskinson aujourd'hui peuvent être utilisées par d'autres projets, par d'autres blockchains. Et avec le même objectif de fournir quelque chose de réellement décentralisé et réellement interopérable sans forcer les utilisateurs à venir dans son écosystème. Comment je peux capitaliser sur Ethereum sans avoir les Ethereum? Je peux décider de construire quelque chose à côté, je mets mon token, mais mon token est utilisé pour pouvoir payer en arrière-plan ce qu'on a besoin sur Ethereum. Mais les utilisateurs, quand ils consomment mon service, ils ne savent pas effectivement ce qui est en train de se passer en arrière-plan. Et ça, ce n'est pas encore possible actuellement sur Ethereum. Donc, je vais donc terminer avec cette analyse des finances décentralisées sur Cardano, de façon générale. Parce qu'on peut dire, les idées c'est bien, ainsi de suite, mais est-ce qu'il y a une réelle adoption, une réelle utilisation? Est-ce qu'il y a une forte demande, ainsi de suite? Quand on regarde sur Cardano, quand on regarde sur DeFi Lama, et quand on regarde les quantités de crypto-monnaies bloquées, les TVL, dans la valeur des crypto-monnaies bloquées, on va voir que sur Ethereum, on a 24 milliards de dollars
en TVL. Et 24 milliards, on constate quoi? On constate qu'il y a 17 milliards, donc plus de la moitié. Donc 17 milliards, c'est bien plus de la moitié. C'est même plus que 2 tiers. De ces 24 milliards sur Ethereum en liquidité proviennent de Lido Finance. Or, Lido Finance, qu'est-ce qu'il fait? Lido Finance fait ce qu'on appelle du liquid staking. Le liquid staking, c'est quoi? C'est simplement tu stakes des Ethereum pour pouvoir participer à la validation, contribuer à la validation des transactions sur le protocole, donc comme un validateur. Mais ton token ne reste pas stacké chez le validateur. Ton token, on va créer un synthétique token pour te donner, et alors c'est comme si tu as encore ton token. Et comme tu as encore ton token, tu peux faire d'autres choses avec. Et c'est justement ce qu'on n'a pas chez Cardano. Et voilà où le problème vient entièrement. Parce que d'autres blockchains qui sont en proof of stake ne font pas du liquid staking. Donc quand tu délègues tes Ethereum, tes Cardano, tu ne peux plus rien faire avec. Tu ne peux pas participer au protocole final décentralisé avec. Non, tu ne peux pas. Et alors, si on veut extraire cette possibilité de dire que, parce qu'en réalité, si on va regarder dans d'autres écosystèmes, on va constater que même ces 17 milliards de dollars sont encore réinjectés dans d'autres protocoles de finances décentralisés. Parce qu'on va prendre ce S Ethereum, aller staker sur Maker, aller staker, aller sur Uniswap, fournir les transactions avec, aller faire un bon nombre de choses avec ce S Ethereum et qui contribue en fait d'utiliser une liquidité plusieurs fois. Donc si je bloque mon Ethereum est déjà compté dans le liquid staking, mais je prends ce Ethereum là et je vais encore bloquer dans un endroit et on compte encore la liquidité. Ça fait qu'on compte ça doublement. On compte ça doublement. Donc, si on veut bien regarder, en réalité, il y a bien moins. Si on retire déjà ces 17 000, il y aura environ 8 000 qui vont rester. Ces 8 000, ça vient de MakerDAO. Et le reste, ça vient de Lending, de AV, 3 milliards chez Uniswap, ainsi de suite. Donc, si on essaye de regarder et qu'on retire tout cela, on peut se retrouver à quelque chose comme 5 milliards. 5 milliards. En réalité, quelque chose comme 5 à 6 milliards. Vous voyez que si on va maintenant sur Cardano, essayons un peu de faire les analyses un peu similaires, d'accord? Si on va sur Cardano ici, on va voir la liquidité sur Cardano, c'est simplement 2 millions quelque chose de dollars. 2 millions de dollars, 238 millions de dollars. Donc, c'est 10 fois moins environ. 10 fois moins ce qu'il y a sur Ethereum. Voyons maintenant si on met du liquid staking sur Cardano, c'est-à-dire tous ceux qui ont staké leur Cardano ont encore des S Cardano, donc de synthétique Cardano, et peuvent réinjecter cela dans la finance décentralisée. Ça ferait que on aura ici 22 milliards de Cardano qui sont stakés actuellement. Et si on fait ces 22 milliards, 22 milliards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si on fait cela fois le prix du Cardano actuellement, 0,3, on est environ à 1, 2, 3, 6 milliards de liquidités. Et si on reprend ces 6 milliards de liquidités et qu'on réinjecte dans les protocoles comme on l'a fait sur la blockchain d'Ethereum, on peut se retrouver à environ quelque chose comme 10 à 15 milliards, 10 milliards environ de Cardano, de TVL sur Cardano. Donc rien que si on prend la quantité qui est stakée ici et qu'on rajoute simplement à DeFi Lama, on est déjà à 6,8 milliards de dollars sur la blockchain de Cardano. Et qui serait justement la deuxième blockchain. Parce que la première blockchain ici, c'est Ethereum. La deuxième blockchain, c'est... ok. Si on voit, c'est Ethereum. Après, c'est Tron. Après, c'est la BSC. Ethereum, Tron, BSC. Donc, si on regarde ça, on voit que si on met Cardano dans les mêmes dispositions que on a mis Ethereum, alors on va se retrouver à quelque chose comme 6 milliards et serait dans les deuxième position.
Parce qu'on sera bien plus de 6 à 7 milliards de dollars. Vous voyez que il ne faut pas simplement vous fier aux données que vous voyez par-ci, par-là. Il faut parfois analyser. Il faut parfois analyser les choses. Et dès que je fais ces petites analyses, je comprends que Cardano est plutôt dans une logique de croissance. Et ses métriques sont plutôt en train de croître. Et c'est plutôt intéressant. Et je vais donc continuer de garder mes Cardano. Et je reste donc bullish pour Cardano. Et j'espère que Cardano, certaines petites prédictions, je peux voir Cardano atteindre au moins le ATH et faire au moins x2 par rapport au ATH précédent. C'est-à-dire, on était à 3 dollars ici. Pendant le cycle suivant, je vois environ Cardano à 6 dollars. Et si je vois Cardano à 6 dollars, ça voudrait dire qu'au prix actuel de Cardano, ça fait quand même une performance de x20. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Cette vidéo n'est bien évidemment pas un conseil financier, un conseil d'investissement. C'est ma propre analyse, c'est ce que je pense de Cardano. Dis-moi ce que toi tu penses en commentaire de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo, partage la vidéo et permets à d'autres personnes de nous découvrir. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.